Le témoignage d'une infirmière sauvagement battue à l'aile psychiatrique du CHUL est loin d'être un cas isolé. La violence dans nos hôpitaux est en hausse. Bienvenue à Nouveau Info Québec. Bonsoir tout le monde. On vous a présenté hier le témoignage d'une infirmière qui disait avoir été attaquée par un patient de l'aile psychiatrique du CHUL de Québec. Et depuis, notre équipe a reçu une vague d'histoires semblables. Et selon le syndicat, la violence explose dans le réseau, mais les membres ont peur de dénoncer. Le reportage de Juliane Perrault. Depuis le témoignage de Patty qu'on vous a présenté hier, des témoignages d'expériences semblables s'accumulent. Ce qu'on réalise, c'est que son expérience est loin d'être un cas isolé. Puis, veut pas, ça reste dans l'imaginaire de nos membres, donc elles ont peur de prendre la parole. Dans des situations comme ça, il y a ce qu'on appelle un code blanc, que nos employés sont du CIUS de la capitale nationale, mais dans les installations du CHU. Et le CHU est responsable, justement, des protocoles d'intervention, le code blanc, les agents de sécurité. On a de la difficulté là, à avoir un code de blanc là, qui est purement efficace. Et dans une situation comme ça, bien, une minute, je peux vous dire que ça peut vous paraître une heure dans la mesure où ce que vous êtes en train de vous faire agresser. J'ai trouvé ça bouleversant, épouvantable. Pour avoir été moi-même préposé aux bénéficiaires dans un hôpital psychiatrique, je peux vraiment comprendre le genre de situation qui a pu se passer. Les échos qu'on a des syndicats, c'est que ce n'est pas un cas isolé, ça arrive, ce genre de choses-là. C'est terrible et c'est clairement dû au manque de personnel et au manque d'argent que le gouvernement a décidé de mettre. C'est un choix politique d'essayer de couper partout le plus possible et c'est dangereux. Selon les syndicats, les événements violents comme ça ont doublé dans les dernières années. Depuis 2020, les lésions attribuables à la violence ont augmenté de 79,4 pour atteindre 5 395 cas en 2024 et les femmes y sont largement représentées à 72,5 Il y a un principe qu'on appelle le devoir de loyauté envers l'employeur. Donc, c'est très difficile pour elles de dénoncer une situation qu'elles ont vécue sans se faire accuser par l'employeur d'avoir été déloyal et avoir des sanctions disciplinaires pour aller jusqu'à des congédiements. D'autres infirmières nous ont également avoué avoir été psychologiquement secouées après des événements au travail, d'avoir de la difficulté à dormir. Selon le président, mais c'est au parti politique d'agir. Si on veut qu'un parti politique s'engage à étudier sérieusement les ratios sécuritaires pour corriger enfin une fois pour toutes les problèmes du réseau de la santé parce que force est de constater qu'après 30 ans de multiples réformes, on n'a jamais trouvé la bonne façon, ça s'empire à chaque fois. Il faut vraiment que les gens concernés en autorité puissent faire un examen de la situation. C'est pas normal que des employés comme ça soient battus par des patients. Et par écrit, la ministre de la Santé, Sonia Bélanger, nous a répondu « On voit malheureusement des épisodes de violence envers le personnel dans notre réseau et on ne doit jamais banaliser ça. L'événement est actuellement analysé et s'il y a des lacunes, elles devront être corrigées. La sécurité du personnel et des patients doit être assurée. Là-dessus, il ne peut pas y avoir de compromis. À Québec, Juliane Perrault pour Nouveau Info. Et le maire de Québec était tout sourire devant les journalistes ce matin pour annoncer que la cote de crédit de la ville était maintenue par l'agence Moody's. Félix-Antoine, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Bien, je vais reprendre les mots du maire, Laurence. C'est pas un sujet sexy, mais ça a une importance quand même crucial pour la Ville de Québec dans sa gestion, particulièrement du budget. Parce que la cote de crédit qui a été donnée par Moody's, la cote AA2, la troisième meilleure cote que l'agence donne, bien, ça impacte grandement la capacité d'emprunt de la Ville, mais surtout les taux d'intérêt auxquels la Ville peut emprunter. Et ça représente essentiellement la gestion financière de la Ville, la confiance que l'agence de crédit a avec le plan de gestion financière. Et ça, pour le maire, bien, c'est un exemple concret que ceux qui l'accusent d'être dépensier et d'être cavalier avec l'argent de la Ville sont essentiellement, vous me permettrez l'expression, dans le champ. Il n'y a aucune preuve. Alors, tout ce qu'ils disent, c'est du vide. On ne peut pas nous accuser d'être dépensiers, on ne peut pas nous accuser de ne pas être prévisible, on ne peut pas nous accuser de ne pas avoir un bon score financier. Quand Moody's dit ça, c'est comme si on avait sur notre bulletin A+. Quelqu'un peut nous dire qu'il n'y croit pas, là, c'est Moody's. Si tu ne crois pas à Moody's, tu ne crois pas à rien. Notre Moody's nous donne un excellent bulletin. Puis ça, pour moi, c'est la plus belle des preuves. Voilà, il y a le chef de l'opposition qui s'est aussi présenté devant les médias aujourd'hui. Est-ce qu'il s'est réjoui, là, autant que le maire, de cette nouvelle-là?
Certainement qu'il a été un peu plus discret, Laurent, sans grande surprise, évidemment. Mais il n'a pas voulu nécessairement se prononcer. Il a quand même mentionné que c'était une bonne nouvelle, qu'il n'allait pas faire semblant que ça n'en était pas une, mais qu'il voulait prendre le temps d'analyser le rapport de Moody's et ce qu'il disait avant de se prononcer un petit peu plus en profondeur. Donc, peu de réponses de la part du chef de l'opposition. Cependant, il a voulu revenir sur une déclaration du maire hier où il parlait de l'incivilité envers les travailleurs de la ville qui abattent des arbres et qui avait dit à ces gens-là, si vous ne pouvez pas être civil, quitter la ville de Québec. Et il a fait référence à la poursuite de Vicky Lépine. On se rappellera celle qui accuse le maire de diffamation pour avoir été traité d'avoir fait un salut nazi. Et il dit, de la diffamation, pour moi, c'est de l'incivilité. Alors, est-ce que le maire va respecter ses propres paroles? Je vous laisse entendre précisément ce qu'il avait à dire. Il a dit la déclaration suivante, que si vous n'êtes pas capable de vous comporter, vous ne méritez pas de vivre dans cette ville. Une question que je vous laisse proposer à M. Marchand lorsque vous le verrez, elle est simple, c'est que si le tribunal civil reconnaît responsable M. Marchand de diffamation envers cet citoyen, alors je lui demande s'il va appliquer sa propre logique et s'il s'engage à quitter la ville de Québec. Tout ça après une rencontre avec Éric Duhem du Parti conservateur qui avait rencontré, le maire de Québec et après ça, le chef de l'opposition. Tout à fait. Merci beaucoup, Félix. Le chef du Parti conservateur du Québec, Éric Duhem, sort d'une rencontre avec le maire de Québec et le chef de l'opposition officielle. Et à l'aube de la campagne électorale, ils ont notamment discuté des priorités de la ville. Je le joins à l'instant. Bonsoir, M. Duhem. Bonjour. Dites-nous de quoi il a été question le plus exactement pendant cette rencontre-là? En fait, on a rencontré des élus qui représentent l'ensemble de la communauté métropolitaine de Québec, notamment le maire de Québec et le chef de l'opposition à l'Hôtel de Ville de Québec. On était beaucoup en mode écoute parce qu'on veut savoir c'est quoi les préoccupations, les priorités des élus locaux à Québec. Et j'étais très heureux d'entendre que, par exemple, ils souhaitent de la déréglementation parce que, évidemment, les villes se font imposer de plus en plus de normes, ce qui a un effet dévastateur sur leurs finances publiques, sur la paperasse, sur la bureaucratie. Donc, pour nous, c'était de la musique à nos oreilles. Là. Il y a eu aussi l'aspect de la décentralisation. Vous savez que hier, on a présenté notre plateforme électorale. Maïté Blanchette-Bézina, qui est notre candidate dans la pelleterie, m'a accompagnée et elle était là justement pour expliquer qu'on veut décentraliser de façon importante, créer des tables régionales avec les ministres régionaux et avec les élus locaux pour justement administrer des enveloppes et que les villes et les municipalités, les régions puissent décider pour elles-mêmes plutôt que d'avoir une grosse bureaucratie au Québec. On veut dégraisser la machine de l'État, on veut couper dans le gaspillage, on veut éliminer 20 000 postes dans la fonction publique. Donc, il va falloir qu'on ait l'agilité, justement, d'arrêter de vouloir materner les villes puis leur donner davantage de pouvoir. Et on le sait, il y a le troisième lien qui fait beaucoup parler dans la région. Je ne sais pas si vous en avez parlé avec le maire, parce que contrairement à vous, il disait plus tôt cette semaine que la fusillade survenue à l'entrée des ponts en fin de semaine, ça ne justifiait pas un troisième lien. Avez-vous eu un débat là-dessus, justement? Écoutez, on fait pas un troisième lien parce qu'il y a eu un accident. Ça, je suis d'accord avec lui. Sauf que l'accident, ce qui a mis en relief, c'est le fait que ça nous prend quelque chose. Qu'est-ce qui arrive quand il y a un problème majeur? C'est pas juste un accident. Ça peut être le déglaçage l'hiver. Ça peut être les suspentes qu'à un moment donné, il va falloir refaire parce qu'il y en a plusieurs qui sont finis sur le pont Pierre-Laporte. Puis je leur ai noté aussi qu'on a été chanceux, parce que vous savez comme moi, depuis 3 ans, le pont de Québec est régulièrement fermé les soirs et les week-ends. Là, on a été chanceux. C'était pas le cas en fin de semaine dernière. Mais imaginez 2 secondes que ça serait arrivé quelques jours plus tôt ou un week-end où tout est fermé. Imaginez pendant 12 heures qu'on ne puisse pas communiquer d'aucune espèce de façon à part avec un traversier entre les Québec et sa rive sud. Ça vous donne une idée de l'importance d'avoir un troisième lien à Québec. On le comprend bien. Ça va certainement faire jaser pendant la campagne. Merci beaucoup, M. Duhem. C'est moi qui vous remercie. Bonne fin de journée. Au revoir. Et des organismes demandent au maire de Québec d'intervenir pour empêcher l'éviction d'aînés dans leur RPA. En avril dernier, les résidents de la résidence des Berges à Limoilou ont appris que leur résidence fermerait et qu'ils avaient jusqu'au mois d'octobre pour quitter. Et c'est loin d'être un cas isolé. Uniquement en 2025, il y a 127 personnes âgées qui ont perdu leur foyer dans la capitale nationale uniquement.
parce que je connais des personnes qui demeurent ici, ou qui demeuraient, devrais-je dire. Actuellement, moi, je suis déménagée. Naturellement, je n'ai pas eu le choix. Je demeurais à Salaberry. On a été évincés il y a quelques années. Et puis, il y en a ici que c'est leur deuxième évincement. Ils sont partis de Salaberry pour demeurer ici, pour avoir la tranquillité de vivre leurs dernières années en paix. Tu sais, quand on est rendu à 80, 90 ans, on n'a plus la même facilité de chercher un endroit. Oh non, je trouve que c'est triste pour eux.